Alors pour nous en parler ce soir, nous avons quelqu'un qui est très bien placé puisqu'il a écrit un livre sur Édouard Castres qui a été publié par la Mémoire de Verrier, dont je salue d'autres membres ici parmi nous. Soyez les bienvenus. Et puis je passe tout de suite la parole à Pierre Bosson pour son titre « Du panorama Bourbaki à Lucerne au paysage d'Étrembières, parcours d'un grand peintre genevois méconnu ». Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très honoré d'intervenir ce soir au Salon du Four, cette maison de maître habitée par le général Dufour. Et je dois dire que je suis impressionné quand même. Merci Marc Studer de m'avoir invité ce soir pour vous parler d'Édouard Castres. Alors, si vous m'aviez posé la question, avant 1977, à quoi renvoyait le nom de Castres? Je vous aurais répondu, comme beaucoup de Français, je suis français, Castres, oui, c'est une ville du sud-ouest. Et puis, si on a quelques connaissances en géographie, on se dit oui, Castres, c'est la sous-préfecture unique du département du Tarn. Et puis si on est historien, on dit oui, Castres, bien entendu, c'est la patrie de Jean Jaurès. Et puis pour les sportifs, en France, Castres, c'est une magnifique équipe de rugby à 15, plusieurs fois championne de France. Voilà. Donc, j'habite Étrembières, au Pas d'Échelle, à proximité de Verrier. Et puis, c'est vrai que lorsqu'on commence à s'intéresser à Castres, il y a une association de noms entre celui de Castres et puis Étrembières. Tout simplement parce que Castres a vécu longtemps à Étrembières, il est mort à Étrembières et il est enterré à Étrembières. Vous allez me dire, c'est bien naturel que vous soyez intéressé à cette belle personne. Eh bien non, c'est pas si évident que ça. Alors je vais essayer de faire cette approche autour de Castres sur les points suivants. Je vais vous expliquer pourquoi je me suis intéressé à Édouard Castres. Et puis ensuite, on va suivre l'artiste peintre de Genève à Paris. On parlera de ce qui a bouleversé sa vie et qu'on vient de voir ici. C'est la guerre franco-prussienne de 1870-1871. Et ça a été vraiment un événement majeur dans la vie d'Édouard Castres. Ensuite, on va suivre le peintre, l'artiste peintre, cette fois-ci reconnu, après 1871, jusqu'à sa mort à Étrembières. Et je vous dirai quelques mots sur sa vie à Étrembières. Et puis, rapidement, je vous montrerai quelques œuvres du peintre, parce que c'est vrai que c'est pas très courant de trouver dans un musée une œuvre d'Édouard Castres. Et puis on terminera, pour ceux que ça intéresse, je vous donnerai quelques idées pour aller aujourd'hui à la rencontre d'Édouard Castres. Donc, comme je vous l'ai indiqué, ce n'était pas évident que je fasse cette réflexion sur Édouard Castres. Et c'est un peu le hasard des choses qui fait que je m'y suis intéressé. En 1977, il y a eu une élection municipale à Étrembières. On vient me solliciter, je suis tout jeune. Et puis, la liste que nous présentons, dès le premier tour, à la majorité absolue, nous sommes élus. On avait fait du dégagisme, on parlerait comme ça aujourd'hui. Et nous sommes élus dans cette petite commune d'Étrembières. Et j'arrive dans cette mairie que vous avez ici, donc dans cette mairie d'Étrembières, avec une petite salle unique dans une école. Je vous la décris très rapidement. Une salle tout en longueur, haute de plafond, avec des boiseries sur les murs. Au fond, une table de belle facture, avec 2 secrétaires. Cette table servant accessoirement aux réunions du conseil municipal. Et sur les murs latéraux, 2 immenses peintures. Sur la droite, en rentrant, une peinture du château d'Étrembières, qui n'est pas très belle, avec du vert épinard, etc. Pas très belle. Et puis de l'autre côté, sur la gauche, un tableau que vous avez ici, qui représente 3 haleurs le long de l'Arve. Un grand tableau, un grand tableau. Et puis je regarde le nom, la signature, et la signature c'est E.G. Castres. Et je demande à la secrétaire de mairie, j'arrive, je dis,
qui est ce monsieur Castres-là, ce tableau? Ah, elle me dit, oui, c'est un artiste peintre genevois, il est enterré dans la commune. Voilà, elle n'en savait pas plus. Bon, alors effectivement, à l'occasion d'une visite au cimetière des Trembières, je trouve cette tombe d'Édouard Castres particulièrement bien placée, à proximité de la chapelle. Et puis, en 2012, j'ai l'opportunité d'aller en voyage en famille à Lucerne. Puis j'avais quand même regardé qui était Édouard Castres, et puis j'avais vu que c'était l'auteur du panorama de Lucerne. Pour moi, le panorama de Lucerne, ça ne me disait rien du tout. Rien du tout. Le terme de panorama pour un artiste peintre, de quoi s'agit-il? Et puis nous voilà en famille à Lucerne, on va visiter le panorama. Alors vraiment, ça a été un éblouissement. Quand on est rentré dans cette rotonde et qu'on a vu cette œuvre-là, pour ceux qui ont fait cette démarche-là, je pense qu'ils ont eu, comme moi, cette surprise de voir cette immense toile. Hein. Et puis cette scène qu'on a vue tout à l'heure, bon, ça c'est du cinéma, mais quand vous la voyez en réel, c'est vraiment très très émouvant. Et j'ai vraiment compris qu'Édouard Castres, c'était un artiste peintre de très très grande qualité. En 2012, toujours, à l'occasion d'une visite au cimetière des Trembières, où on a le caveau familial, mon épouse revient, me dit, tu sais, sur la tombe d'Édouard Castres, il y a une petite pancarte blanche, et il est écrit que la commune a engagé une procédure de reprise sur concession pour faute d'entretien. Moi, j'ai dit non. Ah non, ils ne vont pas relever la tombe d'Édouard Castres, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon. Alors qu'est-ce que je fais? J'écris au maire des Trembières, que je connaissais par ailleurs. Et je lui dis, surtout, ne relevez pas cette tombe. Édouard Castres, c'est un artiste peintre, certes un peu oublié, méconnu, mais c'est un honneur pour la commune des Trembières d'avoir cette tombe dans ce cimetière. Il ne faut pas la relever. Il faut pas la relever. De manière concomitante, on écrit au conservateur du panorama de Lucerne pour l'alerter, et puis aux autorités communales de Lucerne pour leur dire attention, bon, on les encourage vivement à faire du lobbying auprès du maire des Trembières pour qu'il évite de relever la tombe. Et puis finalement, la procédure aboutit et quelqu'un de la famille s'est manifesté, qui était dans le Valais, a payé la concession et puis a rénové la totalité de la tombe que vous voyez ici, que je vais mettre, voilà. Voilà, donc vous voyez cette tombe qui est extrêmement bien placée, hein, elle est sur la droite juste avant l'entrée dans la chapelle des Trembières, et puis vous avez les noms qui figurent sur ce monument en granit, celui d'Édouard Castres, de son épouse Eugénie, et puis de son fils Alexandre et de son épouse Bianca. Donc c'est une belle tombe en granit avec, vous voyez, le nom d'Édouard Castres sur une palette symbolisée. Donc cette tombe est sauvée. Et j'ai appris plus tard qu'heureusement, à Genève, quelqu'un s'était aussi aperçu de ce qui se préparait, était intervenu auprès du maire des Trembières et lui avait donné le livre consacré à Édouard Castres, des rares livres, c'est le seul, c'est une monographie qui a été écrite en 1950 par Louis Hautecoeur, qui a été, je crois, de 1946 à 1948 conservateur du musée d'art et d'histoire à Genève. C'est une monographie qui a été écrite sur Édouard Castres à la demande de la famille. C'est le seul document écrit intéressant sur Castres et sur l'homme Castres, si vous voulez. Parce que sur le panorama, sur ses peintures, on retrouve un certain nombre de choses, mais sur l'homme Castres, on n'a que cette monographie. Il n'y a aucune archive familiale. J'ai fait des recherches, on a rencontré des membres de la famille. Nous n'avons rien trouvé à ce jour. Donc, qui est cet Édouard Castres? Donc, on a recomposé ici sa famille sur cet arbre généalogique. C'est le fils d'Alexandre Castres qui est né à Paris en 1805. Et Alexandre a quitté Paris pour venir s'installer à Genève en 1828.
Alexandre est protestant. Alors ceci expliquant cela, peut-être, mais je ne le crois pas. Il est graveur sur montre, et je pense que c'est plutôt ce qui se passait à Genève avec l'émergence donc de l'horlogerie, puisque Genève est un des berceaux de l'horlogerie en Suisse. Hein. Donc Castres vient en 1828 s'installer dans le quartier de Saint-Gervais, précisément là où il y a les fabriques, quartier laborieux, hein, où on travaille les montres. Et puis il rencontre une Savoyarde Bontin qui est de Bonneville, qui s'appelle Marie Rigaud, et il se marie. Donc c'est un ménage modeste, hein, qui a 3 enfants. Édouard Castres est né en 1838. C'est le cadet. Il est précédé par... Il a un frère qui est Georges Castres, qui est né en 1835, et puis une Benjamine, Jeanne, qui est née en 1844. Donc ce petit Castres, très très rapidement, il montre des qualités et puis un intérêt pour tout ce qui concerne les beaux-arts. Il dessine bien. Et son père souhaite, peut-être qu'il le suive, le métier de graveur ou de peintre sur émail, ce sont des métiers artistiques, hein, et il encourage vivement son fils à s'instruire. Et il va rentrer comme apprenti chez Justin Dupont à Genève, où il va apprendre la peinture sur émail, et puis surtout, il va pendant 5 ans pratiquer l'école des beaux-arts de Genève. Et cette école des beaux-arts, elle est dirigée par Barthélemy même, qui est un peintre reconnu au XIXe siècle. On dit que c'est l'un des rénovateurs de la peinture en Suisse. Donc, même est le directeur de l'école des beaux-arts, et il donne également des cours de dessin. Il donne des cours de dessin, et c'est là qu'il rencontre Édouard Castres, et il lui conseille aussi, hein, pour bien appréhender les formes, la manière de les représenter, il lui conseille aussi de prendre des cours de sculpture, et il prendra des cours auprès de Dorsière, qui est bien connu. Hein. Même et Dorsière sont tous les deux enterrés au cimetière des Rois à Genève, il faut le savoir. Donc c'est un garçon brillant, et puis finalement il décide que sa vie ce sera autour des beaux-arts. Et il fait le choix de la peinture. Il fait le choix de la peinture, et pour progresser, probablement encouragé par Barthélemy même, qui a fait aussi le même parcours que lui, qui était allé à Paris, qui est ensuite allé à la Villa Médicis à Rome, il part à Paris. Il part à Paris avec un objectif, entrer à l'école des beaux-arts de Paris. Donc il s'installe, probablement très modestement, dans une chambre de bonne, et puis il essaye d'entrer dans cette école des beaux-arts de Paris. Il se présente, et il est recalé la première fois. Mais il est tenace, et la seconde fois, il est retenu. Il est retenu, et c'est là qu'il commence donc à compléter toute la formation de base qu'il a eue à Genève. Donc Édouard Castres, bien entendu, en dehors des cours, il est rapin. C'est-à-dire qu'il est apprenti peintre, il pratique, il va dans un certain nombre d'ateliers à Paris. Il rencontre Hippolyte Flandrin, qui était l'un des plus brillants élèves d'Ingres, et puis on le retrouvera ensuite dans l'atelier de Léon Cognet, qui est un peintre et un lithographe néoclassique et romantique. Il quitte Paris et revient à Genève, probablement pour valoriser son acquis en se disant il faut que je puisse vivre de mon art. Et il s'installe rue de l'Évêché, à côté de la cathédrale, où il ouvre un atelier. Il ouvre un atelier, il fait quelques peintures, il vend quelques portraits, semble-t-il, mais il continue à peindre des émaux, parce que c'est ça qui en fait le fait vivre. Et il donne aussi quelques cours, mais manifestement, ce n'est pas suffisant pour asseoir une vie correcte. Alors il a l'opportunité de retourner à Paris en 1868,
parce qu'il a connu, au cours de son premier séjour, un peintre qui s'appelle Zamacois y Zabel, qui est un peintre d'origine espagnole, qui était très en vogue à l'époque, notamment qui faisait de la peinture de genre. Et il avait beaucoup de commandes et il souhaitait avoir quelqu'un pour l'accompagner, parce que les peintres signent les œuvres, mais parfois ils se font aider dans leur réalisation. Et donc il va travailler avec Zamacois, et puis il va aussi travailler avec Vibert, qui est un peintre qui fait de la peinture religieuse. Et si vous voulez passer un petit moment surprenant, vous allez sur internet, vous faites le nom de Vibert, et puis vous mettez image, vous verrez, il n'y a rien, il n'y a que des tableaux qui représentent des cardinaux. C'est assez incroyable, c'est du pourpre sur tout votre écran, et c'est quelqu'un qui a fait 30 ou 40 ou 50 tableaux représentant des cardinaux. C'est assez incroyable. Et il travaille à Paris, donc il continue à progresser dans l'art pictural, et puis c'est 1870. 1870, c'est l'année terrible, hein, comme a dit Victor Hugo. C'est la guerre franco-prussienne. Alors, je emploierai le terme Prusse, mais en fait, c'est une coalition de la Prusse et d'États allemands qui entra en guerre avec la France. Alors, pour bien comprendre tout ceci, il faut donner quelques explications historiques, parce que cette guerre de 1870, aujourd'hui, c'est une guerre oubliée. Plus personne ne sait ce que c'est. Vous en parlez en France, les gens ne savent pas, hein, puisque c'était une défaite cuisante. Donc, il faut remonter à 1868 pour en comprendre les fondements. Tout débute au moment de la Révolution en Espagne. Il y a une révolution qui renverse Isabelle II, qui est sur le trône d'Espagne. Isabelle II est obligée de quitter le royaume et part en exil en France. Et puis, le système espagnol est ainsi fait qu'on fait, comme on dit aujourd'hui, hein, on fait un appel à candidature pour trouver un nouveau monarque, un appel à candidature. Donc il y a des gens originaires de familles princières d'Irlande, d'Angleterre, d'Italie, hein, qui postulent pour le trône d'Espagne, étant entendu que la désignation se fera par un vote des Cortés. Et puis il y a surtout Léopold de Hohenzollern, qui est le cousin de Guillaume Ier de Prusse, qui fait acte de candidature. Et ça, Napoléon III ne peut pas l'accepter. Il ne peut pas l'accepter tout simplement parce que la France se retrouverait prise en étau par, d'un côté, une Prusse impérialiste, hein, qui souhaite réaliser l'unité allemande, avec un chancelier de fer qui est Bismarck, hein, c'est l'objectif premier, et puis une monarchie espagnole, mais avec un prince qui vient de la même famille. Donc Napoléon III ne l'accepte pas. Et il y a toute une négociation donc, qui se fait. Dans un premier temps, Guillaume Ier de Prusse refuse de retirer cette candidature, et puis finalement l'accepte. Mais les Français en veulent plus. Napoléon III veut que ce soit une renonciation définitive. Donc il envoie l'ambassadeur de France à Berlin voir Guillaume Ier de Prusse pour lui demander de renoncer définitivement à la candidature sans quoi Guillaume le refuse en disant écoutez, déjà dans un esprit de compromis, j'ai accepté de retirer la candidature de Léopold, maintenant vous venez me demander d'aller au-delà, c'est pas conforme aux procédures diplomatiques, voilà. Donc l'ambassadeur de France quitte Guillaume Ier et puis regagne la France pour informer Napoléon III. Guillaume Ier informe de son côté Bismarck de la rencontre qu'il a eue avec l'ambassadeur de France. Et Bismarck commet une dépêche, la fameuse dépêche d'Ems, où il ne traduit pas la vérité de ce qui s'est dit dans cet entretien. En fait, il dit en gros que la France avait trop d'exigences et puis que finalement
Guillaume Ier, c'est pas écrit comme ça, mais c'est tout il a mis à la porte l'ambassadeur de France. Voilà. Donc quand cette dépêche d'Aime arrive en France, elle fait scandale. C'est une provocation de la Prusse, etc. Donc on va pas accepter tout ceci. Il y a toute une série de va-t-en-guerre qui entourent l'empereur. Pourquoi? Parce que Napoléon III est très malade. Il est très malade, il a des calculs à la vessie, il ne peut plus tenir à cheval, hein, et puis il ne veut pas de guerre. Mais par contre, Eugénie, son épouse, et puis une partie de l'état-major français poussent à la guerre, parce que ce sera bien entendu une victoire française, et on va pouvoir fédérer derrière cette victoire le peuple de France pour assurer la succession dans l'Empire de Napoléon III. Donc il faut une bonne guerre contre la Prusse, et puis on va régler le sort de la succession de Napoléon III. Donc les choses s'enveniment, et finalement Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Pour Bismarck, le chancelier allemand, c'est extraordinaire, puisque c'est la France qui est l'agresseur. Donc Bismarck arrive à convaincre les autres États allemands qu'on va faire une coalition, hein, contre la France, hein, dirigée bien entendu par la Prusse. Donc les troupes françaises, donc je vous ai fait cette carte-là, on ne va pas rentrer dans le détail, hein, parce que c'est un peu compliqué, mais c'est pour vous dire qu'il y a eu deux phases dans cette guerre franco-prussienne. La première phase menée par Napoléon III, puis ensuite par Bazaine, parce que Napoléon III n'est plus en capacité de la mener, c'est la guerre de l'Empire. Et puis à partir du mois de septembre 1870, c'est la guerre de la défense nationale de la République. Donc tout se passe très mal pour les Français. Les Français sont inférieurs en nombre. Au tout début de la guerre, ils mettent en ligne à peu près 200 à 250 000 hommes. En phase 2, il y a 500 000 Prussiens, Badois, Württemberg, etc., etc. Donc supériorité numérique des Allemands. Les Allemands sont mieux équipés. Et notamment, ils ont une artillerie, ils ont des canons, une artillerie lourde que la France n'a pas. Et puis, dernière chose, l'état-major allemand est compétent. Ils sortent d'une guerre gagnée contre l'Autriche. La France, ça a été le désastre de l'expédition au Mexique, etc. Les maréchaux sont imbus de leur personne, ils sont jaloux entre eux. Le commandement français est vraiment n'est pas à la hauteur. Donc tout se passe très mal. La guerre est déclarée, comme je vous l'ai dit, le 18 juillet. Le début septembre, Napoléon III est encerclé à Sedan et capitule. À Paris, il y a une insurrection et la République est déclarée le 4 septembre. Et on met immédiatement en place un gouvernement de défense nationale pour reconquérir les territoires perdus. Du côté des combats, ça se passe mal également, puisque Bazaine est encerclé dans la forteresse de Metz avec 150 000 hommes. Et il capitule quasiment sans combat, en livrant la citadelle aux Prussiens. C'était au mois d'octobre. Alors il y a un homme qui essaye d'organiser la défense de la République, c'est Gambetta. Et Gambetta quitte Paris en montgolfière, hein, et puis va organiser l'armée de la République. Alors il fait ce qu'il peut, le pauvre Gambetta. Il arrive tout de même à mobiliser 600 000 hommes, mais c'est une armée qui est faite de briques et de brocs, bien évidemment. De jeunes qui sont patriotes, mais qui n'ont pas formé militairement, qui sont très très mal équipés. Alors on essaye de constituer une armée avec des anciens qui encadrent des plus jeunes. Du temps de Napoléon Ier, on appelait ça les Marie-Louise. Qu'est-ce qui se passe à partir du mois après le mois d'octobre, donc de la prise de Metz? Le gouvernement demande à Bourbaki, le général Bourbaki, qui était l'un des généraux de l'Empire, je dis bien les plus prestigieux, de constituer une nouvelle armée, c'est l'armée de l'Est, à Bourges, au milieu de la France, à Bourges, vous savez, et Bourbaki met en ligne à peu près 150 000 hommes. 150 000 hommes
qui sont rassemblés dès le mois de décembre 1870. Et le gouvernement donne à Bourbaki un double objectif. Le premier, c'est de remonter dans l'Est pour casser le siège de Belfort, puisqu'il y a une garnison française qui est assiégée à Belfort, la garnison commandée par Lanfray-Rochereau, et puis après, de poursuivre l'offensive pour remonter dans la plaine d'Alsace, pour couper les lignes de communication de l'armée allemande. Donc vous voyez que pour une armée de 140 000 hommes, certes importante, mais mal formée, c'est assez compliqué. Donc les troupes montent au combat et les premiers contacts avec les Prussiens sont favorables puisque Bourbaki gagne la première bataille à Villers-Sexel. Mais en fait c'est un leurre puisque cette victoire française correspond plutôt à un repli stratégique de Werder qui commande les Allemands, et qui souhaite organiser une ligne de défense juste avant Belfort, sur la Lisaine, c'est une petite rivière, de manière à attendre les Français. Et Bourbaki ne pousse pas son avantage, et après la victoire de Villers-Sexel, arrête ses troupes. Alors c'est vrai qu'elles sont épuisées, elles ont beaucoup marché, il fait un temps exécrable, il neige, mais Werder sait qu'une autre armée allemande est en train de contourner l'armée française par l'ouest avec pour objectif de l'encercler. C'est l'armée de Manteuffel. Donc Bourbaki, qui est mis au courant de cette situation, au lieu de poursuivre l'offensive, eh bien, arrive jusqu'à la ligne, à la Lisaine, et les troupes françaises sont battues. Et Bourbaki donne l'ordre de retraite. On dit que Bourbaki était dépressif. Et Bourbaki se suicide, du moins essaye de se suicider. Il se tire une balle dans la tête, mais bon, en général, qui se tire une balle dans la tête et puis qui reste vivant, c'est quand même un peu surprenant. La balle lui frôle, semble-t-il, le crâne. En fait, Bourbaki ne veut pas assumer la responsabilité de la capitulation. Donc ce geste-là fait qu'il sera remplacé à la tête de l'armée de l'Est par le général Clinchamp. Et c'est Clinchamp, en fait, qui va organiser toute la phase de retraite, y compris qui va négocier le passage des troupes françaises en Suisse, aux Verrières. Puisque l'étau s'étant resserré, eh bien, l'armée de l'Est est quasiment encerclée. Il y a à peu près 10 000 hommes qui, par les crêtes du Jura, échappent à l'encerclement. C'est commandé par des cavaliers commandés par le général Kremer, mais tous les autres sont pris dans la nasse. Alors, on est dans cette situation-là. Nous sommes au mois de janvier 1871. Comme je vous l'ai dit, il fait un temps exécrable. C'est la retraite de l'armée de l'Est. Et cette retraite se fait en direction de Pontarlier, où le gros des troupes est rassemblé. Clinchamp prend le commandement le 28 janvier 1871. Le 28 janvier, Jules Favre, qui est ministre français des Affaires étrangères, négocie l'armistice avec les Allemands, puisque les troupes françaises sont aux abois, Paris est assiégé. Il négocie l'armistice, et l'armistice est signé. Mais Bismarck a rajouté une clause qui sort de l'armistice toute la zone de combat de l'armée de l'Est. Clinchamp n'est pas informé de tout ceci et donne l'ordre aux troupes d'arrêter le combat. Les Allemands poursuivent leur avantage, bien évidemment, ce que Clinchamp ne comprend pas, et il envoie des émissaires auprès des Allemands qui lui apprennent que l'armistice ne le concerne pas. Donc c'est quand même assez incroyable. Il se retourne vers le gouvernement, vers Gambetta, qui lui dit effectivement, il y avait cette clause dans cet armistice, vous n'en avez pas été informé. Donc Gambetta donne l'ordre à Clinchamp de faire le mieux possible, en toute indépendance, en fonction de l'évolution de la situation militaire. Donc c'est là que Clinchamp essaye de prendre contact
avec les Suisses, avec le général Herzog, hein, il envoie des émissaires. Les Suisses également, le général Herzog qui commande l'armée suisse, envoie un lieutenant-colonel qui va sonder les Français, qui arrive à Pontarlier, qui voit l'armée française dans un état de désagrégation très avancé, et qui voit les Prussiens qui eux, sont organisés et qui sont prêts à en découdre. Hein. Et il obtient des Prussiens un renseignement essentiel. Si les Français venaient à passer en Suisse, est-ce que vous allez les poursuivre? Les Prussiens répondent, les officiers prussiens répondent non, s'ils déposent les armes. S'ils déposent les armes. Donc, Clinchamp envoie lieutenant-colonel Cheval rencontrer le général Herzog, qui est au Verrières en Suisse, qui est venu au plus près des combats parce qu'il essaye de prendre des dispositions pour que l'armée suisse essaye autant que faire se peut de préserver la neutralité du pays. Mais il est évident que si les Français arrivaient avec les Prussiens à leur trousse, l'armée suisse ne pourrait pas résister. Donc, on négocie, et puis, dans la nuit du 31 au 1er février 1871, une convention d'internement est signée. Elle a été dictée par le général Herzog, qui autorise donc les 88 000 Français à rentrer en Suisse. On avait annoncé Herzog 40 000, ils sont 88 000, hein, sous réserve bien entendu qu'ils déposent les armes. Et c'est le spectacle qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est le petit film qu'on a vu tout à l'heure. Donc j'en reviens à Édouard Castres maintenant. Que fait Édouard Castres pendant cette période?